Bonjour à toutes et à tous, juste avant que la vidéo commence, je vous parle vite fait du livre que j'ai écrit, La Symphonie du Dernier Barde. Il est disponible directement chez 5 Sens Éditions ou commandable depuis n'importe quelle librairie, lien en description. Pourquoi user encore de contes quand tout devient réalité parfaitement explicable? Que faire quand la transmission des messages, rôle autrefois entretenu par les bardes, devient soudainement d'une facilité déconcertante pour le peuple? En somme, quelle est la place des bardes dans un monde qui semble ne plus en avoir besoin? C'est donc un grand rêve qui s'est réalisé pour moi en réussissant à faire éditer mon premier livre, et je vous invite à le découvrir. Bref, maintenant je vous laisse avec la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Alors que 28 ans plus tard, le Temple des Morts vient de débarquer en salle au moment où je fais cette vidéo, je vous propose un petit retour, une petite analyse sur les thématiques abordées par le film précédent. 28 ans plus tard, tout court. Ce qui est intéressant avec cette saga, c'est que, à l'image de Mad Max par exemple, chaque film est diamétralement différent et aborde des thèmes variés. 28 jours plus tard, c'était crade, granuleux, fauché, et ça abordait l'invasion de zombies de manière chaotique, brutale, en suivant des vrais gens, et comment les vrais gens abandonnés par le gouvernement réagissent. Dans 28 semaines plus tard, on abordait de manière un peu plus froide l'interventionnisme américain, et surtout le chaos de la foule, comment gérer une crise d'une telle ampleur qui ne peut qu'aller de manière exponentielle. Et enfin, voilà qu'a débarqué il y a cela quelques mois, 28 ans plus tard, qui aborde de nouveau l'invasion zombies, ou pardon, d'infectés, de manière différente, que ce soit par la mise en scène, le scénario, ou l'ambiance générale. Alors, en parlant scénario, on va devoir résumer très brièvement le scénario de 28 ans plus tard. Donc désolé, dès maintenant, on va spoiler. La propagation du virus des infectés a pu être gérée au-delà des frontières anglaises, mais le Royaume-Uni, jugé comme irrécupérable, a été mis en quarantaine. Le virus s'est donc étendu à travers tout le pays, laissé à l'abandon par le reste du monde. Sur la petite île de Lindisfarne, accessible à pied depuis la grande île avant la marée haute, on découvre une petite communauté autonome. C'est là que vit Spike, un jeune garçon de 12 ans qui va effectuer son rite de passage avec son père. Et ce rite de passage, ça consiste à se rendre sur l'île, ou plutôt sur le continent comme ils disent, pour y chasser des infectés. Plus tard, Spike souhaitera également rencontrer un ermite, le docteur Kelson, afin qu'il soigne sa mère atteinte de démence. Voilà en gros l'histoire. Mais donc, au-delà de tout ça, de quoi il parle vraiment le film? Selon moi, il y a plusieurs thématiques, dont quelques-unes que je maîtrise pas du tout. Danny Boyle, le réalisateur, par exemple, il a confirmé que le film parlait entre autres du Brexit. C'est un sujet que je maîtrise pas, c'est un sujet sur lequel je me suis pas intéressé, donc c'est un sujet que je vais laisser de côté pour aujourd'hui. Et on va parler d'autres thématiques. La première étant, je vais bien, tout va bien, la catastrophe est à notre porte. Je vais bien, tout va bien. Sans parler directement d'écologie, je pense que le film parle avant tout de catastrophes, que ce soit des catastrophes militaires, climatiques ou autres. En gros, des désastres. Mais que, la plupart du temps, ces désastres, ces catastrophes, elles ne nous concernent pas directement. Et que donc, on n'en a rien à carrer. Dans le cas de 28 ans plus tard, c'est même plus que ça. Parce que la catastrophe, elle n'est pas à notre porte, elle est arrivée. Et pourtant, pour cette communauté, tout va pour le mieux. Je vais bien, tout va bien. Tout va bien, alors que le monde autour d'eux s'est éteint, et que le monde, au-delà de la mer, les a rejetés. Tout s'est déjà effondré, et pourtant, pour eux, tout va bien. D'une certaine manière, on rejoint l'avis des collapsologues qui théorisent qu'un effondrement de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui est inévitable, mais surtout, qu'il est déjà en cours. Et on peut même aller au-delà de cette idée en se disant que non seulement pour eux tout va bien, mais en plus, du point de vue du reste du monde, c'est bon, le souci a été réglé. Quoi? Des gens sont en train de vivre un enfer et on pourrait peut-être les aider? Nah, pas intéressant, pas de profit. Mais bref, recentrons. Ça peut même nous sembler assez ridicule d'un point de vue du film, car la catastrophe, l'invasion d'infectés, elle est déjà installée. Mais non, on s'en tape, tout va bien, et on dit bravo aux hommes forts. Les idoles, les mâles, la tradition. Parce que oui, au centre du scénario, il y a ce rite de passage que Spike doit passer, pour qu'il devienne un homme. Mais au final, ce rite de passage consiste simplement, entre guillemets, à abattre des infectés et à revenir. En somme, cette chasse ne sert à rien. Elle ne sert qu'à prouver « moi plus fort que toi ». Ils ne ramènent aucune ressource. Et pourtant, ils sont acclamés pour ça. On idolâtre les hommes capables de cette prouesse, celle de tuer. Pour appuyer encore davantage cet aspect tradition, on voit que le village a décidé de mettre comme drapeau la croix de Saint-Georges, le drapeau de l'Angleterre et symbole des croisés. On peut voir également le portrait d'Élisabeth II. En bref, on nous présente un monde qui s'est effondré, mais qui est maintenu par des gens comme pour se rassurer, pour se dire que la tradition les sauvera. Et de nouveau, tout va bien. Mais non, ça ne va pas bien. Les infectés sont partout, et la seule chose qui est vue comme bonne, en gros la seule réponse positive,
c'est tuer. Car oui, l'aspect militaire, il se ressent en tout point lors de cette première partie du film. Le passage où Spike et son père se rendent sur l'île, il se fait avec une mise en scène très particulière, avec ces images saccadées, entrecoupées, montrant le poids de l'héritage de tout ce qui repose sur les épaules de Spike, et au rythme du poème Boots de Kipling. Count the bullets in the bandolier. If your eyes drop, they will get the top of you. Boom, 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 moving up and down again. Ce poème très particulier, c'est à la base un poème qui retrace les pensées d'un fantassin britannique marchant pendant une opération militaire en Afrique du Sud. En glissant cette répétition dans le film, en marche, littéralement, pour aller exécuter ce rite de passage, ça insiste lourdement sur le fait d'aller exécuter sa cible, à la mort d'autres personnes. On déshumanise Spike, on le dresse pour qu'il aille apprendre à tuer. Car c'est ça, il n'y a que le plus fort, le plus grand, le mâle, qui a de l'importance dans cette société. Et si on met ça en perspective avec le fait que certains infectés ont évolué, et que les chefs des infectés, ceux qui peuvent leur donner des ordres, s'appellent les alphas, on fait vite le lien avec autre chose. Bien sûr, ça fait sens dans la dénomination d'un chef de clan, mais en partant du principe qu'on affronte un mâle alpha pour prouver qu'on a un homme, ça fait, concours de quéquette. Littéralement. C'est donc un chemin mascu qui est montré à Spike. Il doit prouver que c'est lui qui a la plus grosse, que lui il sait tuer, pour être considéré comme un homme, pour valoir quelque chose. Et il est acclamé pour ça. Son père allant jusqu'à mentir sur les exploits de son fils, pour être sûr que Spike soit à la hauteur de la légende. On s'occupe plus du monde qui s'est effondré, qui est là à notre porte. On idolâtre des exploits qui ne servent à rien. On oublie l'important, l'essentiel. À l'image du film Don't Look Up, où on suit deux scientifiques qui expliquent au monde « Attention, il y a un météore qui fonce sur Terre, il faut qu'on se prépare, qu'on trouve une solution », mais où tout est tourné au ridicule, où le plus important devient le côté people et drama, où la problématique principale est jetée à la poubelle. Et si je parle de Don't Look Up, c'est pas pour rien. La science, allait avec le courant. Car dans Don't Look Up, on y parle de scientifiques, de gens qui normalement savent ce qu'ils disent. Ils savent de quoi ils parlent, mais on les écoute pas. Et dans 28 ans plus tard, il reste un scientifique, le docteur Kelson. Et comment est-il considéré ? Comme un fou. Il est exilé, vivant au cœur même du problème. Le docteur Kelson, c'est la seule personne qui est encore un tant soit peu érudite. On le présente comme un excentrique, alors que dès qu'on lui parle, on comprend une chose. C'est clairement la personne la plus apaisée de tout le film. C'est une autre forme de relation paternelle qui se dessine alors entre Spike et le scientifique. Une autre approche, plus calme, plus apaisée, en accord avec ce qui se passe autour. Et toute la partie du film qui se concentre autour du Dr Kelson, elle est d'ailleurs bien plus calme, que ce soit en termes de mise en scène ou de scénario. Et d'ailleurs, tant qu'on en parle, le film est découpé en 3 actes. Partie 1, le rite de passage. Partie 2, la quête. Partie 3, l'acceptation de la mort, du changement. Dans la partie 1, Spike apprend à vivre comme les siens. Il découvre le monde effondré. Dans la partie 2, Spike va à l'encontre. Il questionne, il emporte sa mère avec lui pour aller la faire soigner. Il va contre les conventions. Et dans la partie 3, il rencontre le docteur Kelson, et on découvre la mort dans ce qu'elle a de plus dur, mais également de plus doux, quand elle est acceptée. Et chaque partie est non seulement différente d'un point de vue du scénario, chacune proposant les événements qui lui sont propres, mais c'est également la mise en scène qui évolue. Et la 3e partie, elle est assez surprenamment atmosphérique, apaisée, à l'encontre des 2 parties précédentes, mais aussi des 2 films précédents. L'apaisement du Dr Kelson, il se joint à la mise en scène, comme pour nous faire ressentir sa façon de voir les choses, d'accepter la mort. Car oui, cette 3e partie du film, et donc le dénouement de 28 ans plus tard, ça nous parle avant tout d'accepter la mort, et de faire son deuil. Accompagner la mort, la fin dans tous les domaines, et donc le changement. Car les traditions, cette peur d'affronter le changement, ça va à l'encontre de la situation. Il est trop tard, il faut accepter le changement, prendre du recul, revenir à l'essentiel. Memento mori et memento amoris. Souviens-toi que tu meurs, souviens-toi d'aimer. Voilà les choses essentielles sur lesquelles il faut revenir. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Projet Ventilo, à laisser un pouce bleu ou un commentaire si vous avez un autre avis à proposer sur le film, ou si vous avez d'autres films à proposer à décortiquer. J'en profite, je vous le dis vite fait. J'ai sorti mon livre tout récemment, La Symphonie du Dernier Barde. Il est beau, hein ? Moi je le trouve très beau. Plus d'informations en description ou dans ma vidéo de présentation. Et dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques ou littéraires ou autres. C'était Projet Ventilo.